Donc, je m'appelle Mickaël Sechetli. Moi, j'ai 49 ans, j'ai 3 enfants, donc je suis de Charenton, pas très loin d'ici. Moi, j'ai une formation d'ingénieur euh, et j'ai travaillé jusqu'au milieu de l'année passée dans un domaine qui est peut-être un peu abstrait pour vous, ça s'appelle la logistique. Au milieu de l'année passée, préoccupé par les problématiques environnementales, il fallait que je fasse plus de choses pour la planète et donc pour les populations, parce qu'on est très dépendant de la planète. Donc j'ai arrêté mon travail, ce travail que je faisais pendant 25 ans, et j'ai décidé de créer ce qu'on appelle ma micro-entreprise. Donc je suis tout seul dans mon entreprise. Je voulais, via cette entreprise, commencer à animer des ateliers de sensibilisation auprès des jeunes comme vous et auprès des adultes aussi pour aider à comprendre en fait comment on utilise les ressources de la planète et ce que ça fait ensuite sur les populations. Tout ça pour aider à prendre des actions et essayer de faire en sorte qu'on s'occupe un peu mieux de la planète. Voilà. Je m'appelle Delphine, et donc j'ai 42 ans, j'ai 3 enfants et quand j'étais au collège comme vous, je rêvais d'être journaliste. Donc j'aurais été ravie de participer à ce genre d'atelier. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance d'être là aujourd'hui. Je suis ingénieure. J'ai travaillé dans le nucléaire et ensuite dans les centrales thermiques. Et depuis quelques années, je me suis arrêtée et je suis entrepreneur. Je fais du mobilier pliable en carton. Donc le carton a toujours un a priori dessus en se disant c'est pas solide, ça va pas tenir. Et si. On essaie justement de démontrer tous les jours de faire des choses incroyables avec que du papier. Donc c'est que des matériaux biosourcés, il n'y a pas de plastique. Je vous en ai ramené un aujourd'hui pour vous montrer. Donc ça c'est un tabouret. Ça se présente comme un livre et ça va venir se déplier en origami. C'est léger, hein, ça fait même pas 2 kilos. Ça supporte 300 kilos. Donc il n'y a pas de problème, hein. Ça tient. Donc moi je fais ça avec mon mari, on est une dizaine aujourd'hui à se développer. On a été médaillé d'or pour les pitchs, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un concours qui récompense tout ce qui est innovation autour de la maison, de l'habitat. C'est des produits qui sont bien pour l'environnement, mais on a envie d'aller plus loin et on veut pouvoir faire fabriquer en France. Alors ça, c'est un pari. On a décidé d'aller faire fabriquer bientôt en France, donc pas très loin d'ici, à côté d'ici. Bonjour à tous et tous. Moi, j'ai 30 ans. On parle beaucoup aujourd'hui de la pollution visible, matérielle, le plastique, qui sera sans doute tout à l'heure aussi, les déchets, ce que vous voyez, mais il y a aussi des choses que vous ne voyez pas, mais que vous produisez en matière de déchets. C'est la pollution numérique. Vous expliquez aujourd'hui comment justement on peut réduire cette pollution numérique, ou en tout cas comprendre comment ces usages d'Internet peuvent être aussi un facteur de pollution pour la planète. Si Internet était un pays, il serait le 6e pays le plus pollueur de la planète quand même. Parce que je travaille justement dans une entreprise qui est spécialisée dans le numérique. On peut leur proposer des sites web qui vont moins polluer que d'autres. Et c'est en ça que ça s'inscrit aujourd'hui dans une démarche RSE. Moi, je suis Sophie Lecor, donc je suis responsable RSE pour le groupe Dadoun. Le groupe Dadoun, en fait, c'est un gestionnaire de marché alimentaire. En fait, c'est une entreprise qui va gérer les marchés pour les villes. Mais avant, j'ai fait plein d'autres choses. J'ai pas de formation. Et j'ai été directrice photo, j'ai été fleuriste. Moi, à votre âge, je savais pas trop quoi faire. Et que je trouve ça toujours intéressant d'avoir des gens qui viennent vous parler de leur métier pour vous ouvrir un peu, pour vous donner des idées, pour vous aider à trouver votre voie, parce que c'est important. C'est pas parce qu'on s'engage dans une voie qu'on est obligé de la tenir toute sa vie. Et que c'est important de savoir que c'est pas grave, qu'on peut aller dans une voie et changer à n'importe quel moment de sa vie. Et que rien n'est jamais acquis, quoi. Mais qu'est-ce que c'est le service RSE ? La RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Ça veut dire qu'on fait attention aux gens et attention à la planète. C'est-à-dire qu'on travaille en faisant attention à ce qu'on fait. Avoir un service RSE au sein de son entreprise, c'est faire en sorte que chaque action ou chaque décision qu'on va prendre sera prise en fonction de cette ligne directrice. C'est-à-dire, OK, si je prends cette décision, quel impact ça a sur l'environnement et quel impact ça a sur les gens. Que ce soit les salariés, nos clients, nous en tant que gestionnaires de marché, les riverains du marché. À chaque décision prise, cette question doit se poser. Quel impact ça a ? L'empreinte humaine qui va avoir une conséquence sur le climat.
Donc ça, c'est sur l'aspect environnemental. Les deux sont très très liés. L'impact sur le climat et l'impact sur notre santé, c'est forcément, ça va forcément ensemble. Quand on a une empreinte forte sur la planète, comment ça va impacter notre santé à long terme, la santé des populations. Moi, ce qui me plaît, c'est de pouvoir développer des produits qui soient biosourcés, où on évite au maximum le plastique, on n'est pas parfait. Dans les emballages, tout ça, il y en a, parce que pour l'instant, on n'a pas d'autre solution. Mais on tend à l'éviter et à le supprimer. Et ensuite, quand on dit attention aux autres, on a plusieurs salariés aujourd'hui, de leur pouvoir donner des formations, de leur expliquer ce qu'on fait, leur donner la vision de l'entreprise, parce que parfois, on sait plus trop pourquoi on est dans une entreprise, donc c'est bien d'expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'on attend d'eux, et vraiment avoir une communication claire avec eux. On veut pouvoir aussi faire fabriquer en France, pour pouvoir créer de l'emploi, et puis montrer qu'en France, on est capable de le faire. Quand on veut vendre aujourd'hui un site internet ou une application mobile, on va être jugé en principe sur deux choses. À la fois le prix qu'on propose et bien entendu la qualité de cette application. Et aujourd'hui, quand on doit répondre par exemple à des clients, ils vont aussi mettre dans la notation ce qu'on appelle une note RSE. Donc ils vont regarder si l'entreprise en question propose une démarche RSE qui soit suffisante, c'est-à-dire en matière de politique environnementale, en matière de recrutement. Donc, si dans l'entreprise, il y a des personnes en situation de handicap, une égalité entre les femmes et les hommes. Aujourd'hui, on va faire de plus en plus attention au RSE, même dans le commerce. C'est comme vous, vous avez des notes au collège. Et ben, nous aussi, en tant qu'entreprise, on est noté sur notre démarche RSE. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus de place au sein des entreprises. L'entreprise, pour qu'elle existe, il faut qu'elle gagne de l'argent, mais pas à n'importe quel prix. Les commerçants que vous sensibilisez sont-ils réceptifs aux conseils que vous leur donnez en général? C'est pour ça qu'on existe. C'est pour ça aussi que le service RSE existe. Effectivement, les marchés, c'est un des derniers endroits où il reste encore beaucoup de chemin à faire en termes de pollution plastique, tri des déchets, parce que c'est des centres économiques éphémères et assez fulgurants. C'est le matin, très vite, très fort, très tout. Du coup, les commerçants n'ont pas le temps de faire attention au plastique, etc. Puis c'est des caractères forts, c'est des gens qui se lèvent tôt, c'est des gens passionnés. Donc oui, la sensibilisation à tous ces sujets peut être compliquée, mais malgré tout, on avance. Il y a du chemin, mais on avance, et oui, ça peut être compliqué. Puis le fait de savoir que j'ai été moi-même commerçante, que je me suis aussi levée tôt comme eux, les commerçants acceptent que je leur parle, ce qu'ils accepteraient peut-être moins, de la part de quelqu'un qui a toujours travaillé dans un bureau, par exemple. Pour Delphine Long, pouvez-vous nous décrire un petit peu comment fonctionne la création d'un mobilier en carton? Est-ce plus compliqué qu'une construction traditionnelle? Ce qu'on propose, c'est ça, c'est des feuilles collées entre elles. Mais c'est collé avec une très grande précision, et après c'est découpé à la machine, etc. Aujourd'hui, c'est fait en Chine. Il y a une machine pour faire la colle, etc. Mais après, la plupart des choses se sont faites à la main. Si on veut faire ça en France, il faut limiter les choses qui sont faites à la main, parce que vous savez, le salaire en France est plus cher que le salaire en Chine. Donc ça veut dire que si on fait comme en Chine, les produits vont coûter plus cher. Donc si ça coûte plus cher, personne va les acheter. Donc en fait, ça sert à rien de le faire. Et donc si on veut rester compétitif, donc c'est-à-dire avoir les mêmes prix que si c'était fait en Chine, il faut qu'on trouve d'autres robots pour automatiser la fabrication. Et ces robots-là n'existent pas. Et c'est exactement ce qu'on est en train de chercher, d'imaginer et de créer ces robots qui vont pouvoir d'automatiser la fabrication de ces tabourets. Et ça, on le fait, on est accompagné par des bureaux d'études, on est accompagné par la région Île-de-France pour faire ça, pour avoir après un robot qui nous puisse faire le tabouret, comme ça, on aurait à peu près les mêmes prix. On sera toujours un peu plus cher que la Chine, faut pas non plus faire d'illusions, mais il faut que le prix reste acceptable. Il faut que les gens se disent, c'est un bon prix par rapport à ce qui est fait, donc j'ai envie de l'acheter, j'ai envie de les soutenir. Qu'est-ce que le développement d'un numérique utile? C'est penser aujourd'hui aux choses matérielles, donc vos tablettes, vos ordinateurs, donc c'est-à-dire comment on peut faire aujourd'hui pour limiter ça. C'est tout simplement ne pas acheter des téléphones de manière très fréquente parce que vous avez vu une nouvelle publicité et vous avez envie de vous acheter le dernier iPhone ou le téléphone qui se plie. Ne pas vouloir le changer tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans.
Le problème, c'est que des fois, vous n'avez pas le choix parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'obsolescence. C'est un mot compliqué, mais c'est très simple à comprendre. C'est-à-dire ceux qui construisent vos téléphones ou vos ordinateurs, pas tous, hein, ou votre machine à laver ou votre frigo, vont faire en sorte que votre téléphone ne marche plus au bout d'un certain temps, alors qu'il pourrait continuer à marcher pour que vous ayez à en racheter un. Vous comprenez que c'est très compliqué si on veut faire attention à la planète, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça nécessite de réextraire des matériaux de la terre, de reprendre de l'eau. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous ayez en tête. Ne pas céder tout le temps aux publicités de ces constructeurs. Ça, c'est une chose. Et donc ça, c'est pour nous, c'est important parce qu'on sensibilise aussi nos clients là-dessus. Un numérique utile, c'est un numérique qui consomme moins. Alors par exemple, simplement aller voir notre site internet, vous allez voir qu'il est en noir et blanc. Parce que si vous mettez de la couleur sur un site internet, bah ça pollue plus. Si vous mettez des vidéos sur un site internet, ça pollue plus. Vous savez par exemple que sur TikTok ou sur Instagram, aujourd'hui, vous avez la possibilité de désactiver les vidéos automatiques. Ça, par exemple, ce sera un geste éco-citoyen. Un numérique utile, ça va du matériel à l'immatériel, ce qu'on voit pas. Vous savez combien à peu près de mails sont envoyés à la seconde en France? À chaque seconde, en fait, il y a 3 millions de mails qui sont envoyés en France. Combien? 3 millions. Voilà. 80% de ces 3 millions de mails, c'est de la publicité. Vous imaginez, en fait, comment on peut réduire une consommation de mails? Tout simplement en vidant sa corbeille et en limitant les pièges joints. Est-ce que depuis que vous vous intéressez à l'éco-responsable, vous avez changé des choses dans votre mode de vie? Non, c'est l'inverse. C'est-à-dire parce que j'en avais dans ma vie, j'ai voulu les transposer dans mon métier. Moi, j'étais déjà sensible à certains sujets. C'est vrai qu'on m'a parlé de sobriété avec notamment Léo. Enfin, donc j'étais déjà sensibilisé à ça. C'est vrai que moins consommer avant d'acheter quelque chose. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Se poser même 2 fois la question. On a vraiment besoin? Tout de suite? Est-ce qu'on a vraiment besoin de prendre la voiture dans certains cas, prendre son vélo plus facilement? Des questions importantes. On n'a pas parlé d'alimentation là, je crois. Alors la viande en particulier, elle a un impact très important sur l'ensemble de la planète, la biodiversité, de façon indirecte, parce que ça consomme notamment. Il y a plein d'impacts, mais ça consomme beaucoup d'eau. J'essaie de manger moins de viande. J'étais dans une famille où il fallait pas beaucoup consommer, ou en tout cas acheter ce dont on avait besoin, éviter d'acheter ce dont on n'avait pas besoin, consommer tous les restes alimentaires. Et tout ça, maintenant, on le dit, mais d'une autre façon. En fait, c'est ce qu'on disait avant aussi. Il y a rien qui a changé. En ce sens-là, non, je pense que j'ai pas changé, parce que je l'ai intégré depuis le début. Après, moi, ce que j'ai, ce qui est produit, soit cosmétique, soit ménager, en fait. Où là, je me rendais pas compte que ça pouvait être aussi dangereux. Donc, par exemple, je suis en train de changer toute ma batterie de cuisine. Je repasse au bois et je sais pas, au métal, mais tous les plastiques qu'on utilise, en fait, on les ingurgite. Et ça, on les met de plus en plus en avant. Ça, heureusement qu'on nous le dit. Personnellement, si on me le dit pas, on m'explique pas avec des jolis dessins, j'avais pas. Ça pouvait être dangereux. Je pense que je suis surtout sensible à ça, aux produits consommés, comme tout ce qui est cosmétique, ménager, la cuisine. Il faut toujours penser à ce qu'il y a derrière. L'humain, en fait, que c'est l'humain qui produit tout ça et c'est les ressources qui sont nécessaires pour produire ça. L'intelligence artificielle n'a rien d'artificiel parce que derrière l'intelligence artificielle, il y a des millions d'algorithmes qui sont créés par l'homme, alimentés par l'homme, et tout ça, ça va aussi conduire à une accélération de la pollution numérique qui sera très très forte. C'est derrière aussi des choses qui vont être aussi très polluantes si on les prend pas en compte aujourd'hui dans la façon de penser la chose. Donc voilà, c'est le numérique, finalement, c'est un bon moyen de voir dans l'immatériel quelque chose de très matériel. Ici avec des plantes, des radis, des plantes aromatiques. On fait une collecte, il y a une collecte de bouchons qui après sont redonnés à une association Amour de Bouchons pour financer des prothèses pour des personnes en situation de handicap. Il y a dans chaque salle, il y a une poubelle normale et il y a une poubelle à papier pour jeter les papiers. Et aussi des éco-délégués qui gèrent la partie environnement dans le collège. Et vous triez les biodéchets ou pas? Comment? Vous triez les biodéchets, les déchets alimentaires à la cantine? On n'a pas un compost, on a un compost. En fait, on a un petit jardin de l'autre côté de la rue. Donc ça compte. Ça, c'est hyper bien. Mais c'est la différence avec les années 80, c'est que maintenant, c'est obligatoire d'avoir des éco-délégués qui gèrent un peu. On a un système de plantes aussi dans les classes, mais je sais pas si c'est dans toutes les classes.